Bonsoir à tous, bienvenue donc à ce meet-up Lyon Data Science qui est pour une fois hébergé à la Tour du Web, une fois n'est pas coutume. Donc notre speaker vient de chez Quantmetry et va nous parler de détection de fraude. Donc voici Romain. Et donc dans le principe de l'association, on va essayer ensuite de boire un coup tous ensemble, enfin pour ceux qui veulent rester discuter avec ceux de l'association, parce qu'ici on a même accès à de la bière du Ninkasi, donc bon, avec modération, mais ça sera sympa quand même après coup, si vous voulez venir discuter avec nous de l'association ou de la conf, et de la suite qu'on peut lui donner. Donc voilà, je laisse la parole à Romain. Hop. Je vais essayer d'attacher ça. Voilà. Hop, merci. On va prendre le pont. Hop, ok. On va faire ça comme ça. C'est très télé, c'est bon. Attends, j'arrive comme ça. Ok. Côté à côté, c'est suffisant. Ouais, c'est vrai qu'on est à côté. Et nous remercions bien sûr nos sponsors, donc que sont Datalio et Data Galaxy, pour leur soutien financier et moral. Et voilà. Et donc n'hésitez pas à aller sur notre site Meetup, sur notre site internet qui est en train d'être reconduit pour être vachement plus intéressant, et à faire passer le mot autour de vous, pour qu'on soit toujours plus nombreux. Merci. Alors bonsoir à tous. Je suis ravi d'être là et merci beaucoup de m'accueillir pour qu'on puisse parler un peu de détection de fraude. Donc ce soir spécifiquement, alors je vais essayer de me caler comme il faut pour que tout le monde puisse voir. Donc on va parler de détection de fraude spécifiquement dans la souscription d'abonnement ou un cas qui peut être similaire dans les défauts de crédit, dans la prédiction de défauts de crédit. Donc on va regarder, alors je vais vous mettre le sommaire directement comme ça sera plus simple. Ce qu'on va regarder, déjà en fait c'est une première mise en contexte, c'est-à-dire dans quel cas on a fait une mission de détection de fraude, parce que l'ensemble de la présentation ça représente un retour d'expérience sur une mission qu'on a réalisée avec ma société. Une mission qui a duré à peu près 8 mois en fait pour un opérateur télécom, donc dans la souscription d'abonnement téléphonique dans ce cas-là. Le but c'est déjà de mettre un peu en contexte, de dire quels sont les processus, dans quel cadre on travaillait et quel type de modèle on attendait. Et de vous présenter en fait les principales problématiques qu'on peut rencontrer dans ces cas-là. Donc une des principales problématiques, c'est le biais de sélection. On va aller en détail dedans et voir un peu des techniques qui permettent du coup de contourner ce biais-là, d'une certaine façon. Faire une petite synthèse comparative des différentes techniques à la fin. On va parler de score de risque, qui est une façon d'améliorer la performance du modèle en sortie, plutôt que de se contenter d'avoir simplement une probabilité, et on va voir comment. Un des points importants sur ce projet, c'est que le projet a été industrialisé, donc il a été mis en production, donc il tourne en ce moment même chez notre client, et donc il y a un modèle de détection de fraude. Si vous souscrivez un abonnement téléphonique chez cet opérateur dont je ne vous donnerai pas le nom, du coup, vous allez passer par cet algorithme de machine learning et donc à accepter ou rejeter par rapport à ces conditions-là. Et donc on va voir du coup, ce que je trouvais aussi intéressant, c'est de voir de quelle façon on passe du POC, donc de l'expérimentation, à l'industrialisation, et quelles sont les contraintes que ça peut apporter, et du coup ce à quoi il faut faire bien attention. Et à la fin, une dernière partie de rétexte global, donc un retour d'expérience globale sur comment était organisée la mission, combien on était, quelles étaient les différentes équipes, comment ça s'est passé, les interactions entre les personnes, et du coup un point de vue un peu plus global sur la façon dont ça s'est, dans ce cas-là, bien passé pendant ces 8 mois. Donc on va commencer de suite par le contexte. Hop. Le contexte, c'est quoi? Donc on est chez cet opérateur télécom, on est sur un process qui est déjà en cours et qui marche chez eux, qui permet de traiter la fraude. Ce process, c'est quoi? C'est des règles automatiques suivies d'analyse manuelle par des analystes fraude. Donc comment ça marche? Les règles automatiques, c'est des règles type requête SQL classique qui disent selon telle condition, on va valider ou rejeter en fait une commande. Donc si on se met en condition, c'est vous souscrivez un abonnement téléphonique, vous avez 48 heures avant que votre abonnement soit activé. Pendant ces 48 heures, en fait, il y a ce process qui est mis en place et qui tourne. Les règles automatiques, validation, annulation, et analyse manuelle, donc d'analyse fraude qui sont dédiées à ça et qui vont regarder chacun des dossiers un par un et qui vont dire ok, celui-ci il y a un risque de fraude ou il n'y a pas de risque et du coup on peut l'accepter ou pas. Ça c'est le process qui était mis en place avant qu'on arrive. Et donc le but c'était de pouvoir y insérer un algorithme de machine learning. Et donc c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Le but c'était pas que l'algorithme remplace l'ensemble du process, donc ni la totalité de la partie automatique ni la partie manuelle. Oui. Est-ce que vous pouvez nous définir ce que vous
entendez par fraude dans ce cas? Et Alors, ce que c'est la fraude à la souscription? Ouais. Répète la question. Alors, du coup, on va définir du coup ce que c'est que la fraude et la fraude à la souscription dans le cas particulier. Alors, c'est une très bonne question parce que la fraude, la définition, elle dépend de l'entreprise qui l'entend. Et donc, par exemple, dans ce cas-là, on peut dire que la fraude, c'était un défaut de paiement en particulier dans une période de temps donnée. Donc, le client considérait qu'il segmentait en fait la temporalité de l'abonnement et disait qu'il y avait les premiers mois, ça correspondait à de la fraude, les mois d'après, s'il y avait un défaut de paiement, ça correspondait plus à de la fraude, mais un problème d'utilisation en fait de l'abonnement. Et donc on supposait que c'était plus quelqu'un qui essayait de contourner les règles et de frauder, mais quelqu'un qui avait des problèmes potentiellement techniques et du coup qu'il fallait adresser différemment. Donc du coup, il y a une période de temps et c'est un défaut de paiement. Et on va voir après justement cette définition, elle n'est pas si claire que ça, c'est ce qui est en fait le plus compliqué à mettre en place et à valider avec l'ensemble de la chaîne. Et donc là, dans la souscription d'abonnement téléphonique, alors on va avoir différents cas. Donc quand vous souscrivez un abonnement, soit l'abonnement il y a un téléphone avec, soit il n'y a pas de téléphone. Donc quand il y a un téléphone, là on était dans le cas particulier des souscriptions web et souscriptions par téléphone. Et donc on paye un acompte au départ, on n'est pas obligé de payer la totalité de la souscription dès le départ. Ce qui fait que les gens peuvent payer le petit acompte et ensuite récupérer le téléphone et plus jamais rien payer. Donc par exemple, la fraude, c'est récupérer le téléphone. Donc c'est le coût direct, c'est le coût du téléphone qu'on perd. Quand c'est des abonnements téléphoniques sans téléphone, du coup, le risque derrière, c'est de faire de la surconsommation. Il y a des gens, en fait, fraudeurs, c'est un métier, c'est carrément un métier. Ils récupèrent plein de cartes SIM, ils les mettent dans ce qu'on appelle des pondeuses, et donc ils enchaînent en fait les cartes SIM et ils créent plein d'appels en même temps. Et ce qui leur permet en fait de faire de la consommation en même temps. Ils vont faire du phishing, en fait, ils vont vous appeler pour vous les rappeliez. Ils créent une société à côté et du coup ça leur fait du chiffre d'affaires sur leur société, etc. Et en fait, pour pouvoir faire ça, il faut qu'ils fassent tout en même temps parce que l'opérateur téléphonique il suit en fait les consommations. Et donc au bout de 1 heure de surconsommation, l'opérateur téléphonique il va vous bloquer, quoi qu'il arrive. Et donc du coup, vous êtes obligé, si vous êtes fraudeur, d'enchaîner les appels en même temps sur les cartes SIM pour dire ok, de toute façon chacune des lignes va être bloquée. Mais le volume qui est fait en même temps fait qu'on génère beaucoup de chiffre d'affaires pour ces fraudes-là. Donc c'est les deux principaux types de fraudes en fait, qu'on a dans la fraude à la souscription. Et donc on va voir d'ailleurs le modèle, prenez en compte, il y avait plusieurs modèles pour prendre en compte chacun de ces aspects-là. Et donc du coup, alors comme je disais, le but c'était de mettre un algorithme en plein milieu. Pourquoi? Parce que certaines correspondait en fait à des règles stratégiques de la société. Donc il ne s'agissait pas de dire est-ce qu'elle fonctionne bien ou est-ce qu'elle ne fonctionne pas bien, est-ce qu'on bloque des gens qu'on ne devrait pas bloquer, etc. C'était juste de dire, nous, notre client, il voulait faire comme ça pour ses abonnements sur certaines règles, donc on les laisse en place quoi qu'il arrive. Par contre, après, derrière, ce qu'on veut, c'est éviter de bloquer des gens qui ne sont pas fraudeurs et du coup perdre du chiffre d'affaires derrière, ou de laisser passer des gens qui vont faire de la fraude derrière et du coup que ça génère un coût pour l'entreprise en fait. Donc, en fait, l'algorithme était placé en plein milieu et permettait d'éviter, alors on va voir, les faux positifs et les faux négatifs. Et ce qui est très important, c'est que l'ensemble des traitements allait tout au bout de la chaîne, continuait jusqu'aux analystes manuels. C'est-à-dire que la sortie de l'algorithme, ce n'était pas une décision qui était nette et précise en disant l'algorithme il valide ou il refuse. Le but, c'est que l'algorithme ne pouvait pas refuser. C'est ça qui était important. Quand vous avez un client que vous lui dites, vous refusez son abonnement, qui va vous rappeler après derrière, il va vous dire mais comment ça se fait que mon abonnement il a été refusé? Vous ne pouvez pas lui dire c'est un algorithme d'intelligence artificielle dont on ne comprend pas exactement le fonctionnement qui vous a refusé. Donc du coup, c'était hyper important que tout ce qui sort d'ici, ça soit contrôlé après par un analyste manuel. Donc en fait, le challenge, c'était limiter les coûts et aussi limiter la charge de travail des analystes manuels en fait en sortie. On va voir comment ça se passe. Donc pour ça, le type de modèle qu'on a mis en place, c'est ce genre de modèle. On va voir en détail après, c'est juste pour vous le présenter en premier lieu. Il y a 3 modèles de machine learning qui ont été stackés de certaines façons, qui sont chacun entraînés sur un jeu différent, un groupe de contrôle, KGB on va voir ce que c'est, et un autre groupe de contrôle. Et ensuite, on assemble les prédictions en passant par un score de risque. Donc ça fait un modèle volumineux, ça fait beaucoup de code. Et ça permet de traiter les différents types de fraudes qu'on peut rencontrer. Par exemple, c'est ce qu'on disait juste à l'instant, on a un modèle pour l'usage, et donc les gens qui vont prendre plein d'abonnements sans téléphone et qui vont faire plein d'appels. Et là, c'est modèle terminal, c'est pour le modèle qui correspond à ceux qui vont frauder par rapport au téléphone qu'ils vont récupérer. Et ensuite, ça, c'est des techniques de débiaisage qui permettent d'avoir un jeu propre et d'éviter le biais de sélection.
Le biais de sélection, c'est quoi? Ce biais de sélection, c'est la principale problématique en fait, qu'on va rencontrer, et pas que dans la détection de fraude d'ailleurs, et on va voir d'où ça vient. En fait, alors pour faire l'historique, on récupère un jeu de données qui correspond à l'historique des données, et donc un jeu classique avec les différentes variables, un label, puisqu'on est ici dans le cadre d'un modèle supervisé, et donc on a des labels négatifs, des labels positifs, et chaque ligne correspond à une commande qui a été passée. Et donc on a un historique sur un an et demi, selon les données dont on dispose. Dans le cas de la fraude, le label, donc quand on dit label positif, ça veut dire que c'est une fraude, label négatif, ça veut dire pas de fraude. On peut transposer ça au cas du défaut de crédit en disant le label positif, c'est le client, le potentiel client va faire un défaut de paiement, et le label négatif, il n'y aura pas de défaut de paiement. C'est vraiment la même typologie. Ça, c'est pour poser les bases. Le biais de sélection, ça va être quoi? C'est que dans l'historique de données qu'on récupère, en fait, la commande, elle aura été avant soit validée, soit rejetée par les analystes manuels qu'on a vus. On a vu qu'il y avait un process avant qui a été mis en place, automatique manuel. Toutes les commandes qu'on a dans notre historique, elles ont été validées ou rejetées à un moment donné. Quand la commande elle a été validée, elle a vécu dans l'entreprise via les différents paiements d'abonnement tous les mois. Et donc si la personne a été fraudeuse, on le sait. Elle était dans l'entreprise, elle a fait un comportement qu'on a qualifié de fraude, et donc du coup, on a résilié son abonnement. Si elle n'a pas été fraudeuse, on le sait aussi, puisque du coup, elle a suivi son cours et qu'il ne s'est jamais rien passé de particulier. Si l'analyste fraude a rejeté en fait la commande, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc on sait qu'il y a eu suspicion de fraude au moment où ça a été rejeté. Donc je vous rappelle, on souscrit à l'abonnement, on a 48 heures pour l'activation, et au bout de ces 48 heures, on est accepté ou on est rejeté. Si on est rejeté, on a juste une suspicion de fraude. On ne sait pas si en fait, on a eu raison de le rejeter ou pas. Et donc ça constitue le principal biais de sélection qu'on a sur notre jeu de données. Et donc pour schématiser, en fait, on a donc les dossiers acceptés. On fait une petite matrice qui ressemble à une matrice de confusion, donc avec les dossiers acceptés et les dossiers rejetés. Et la réalité, est-ce que le dossier était non fraudeur, donc un négatif, ou est-ce que le dossier était fraudeur, un positif? Quand le dossier a été accepté, on sait ce qu'il est devenu après du dossier. S'il a été fraudeur, on sait que c'est un vrai fraudeur. S'il n'a pas été fraudeur, on sait exactement qu'il n'a pas été fraudeur. S'il a été rejeté, on a deux cas. En fait, soit il se trouve qu'on a rejeté quelqu'un qui n'était pas fraudeur, à ce moment-là on a eu tort, et donc en fait ça constitue une perte d'opportunité pour la société, donc on a un manque à gagner. Soit il était réellement fraudeur et on a raison de le rejeter, donc là il n'y a pas de souci. Par contre, ça vous ne le savez pas. Vous n'avez aucune façon de savoir en fait cette distinction-là. Tout ce que vous savez, c'est que le dossier il a été rejeté. Donc après la question c'est qu'est-ce qu'on fait? On prend quoi? On prend, pour définir la fraude en fait, donc ce dont on parlait tout à l'heure, la fraude c'est quoi? Est-ce que c'est uniquement ce qu'on connaît? Ou est-ce que ceux qui ont été rejetés, on va dire, en fait c'était de la fraude parce que je fais confiance à mes analystes manuels et qu'ils ont eu raison de le faire? En fait, c'est encore plus compliqué que ça. Nous, par exemple, dans notre mission, on s'est rendu compte que, effectivement, un analyste fraude manuel, il n'est pas parfait, il fait des erreurs. Donc, on est sûr que là-dedans, il y a des cas comme ça. Donc, des dossiers qui ont été rejetés qui n'étaient pas fraudeurs. La question, c'est dans quelle proportion, en fait? Est-ce qu'on peut s'y fier ou est-ce qu'on ne peut pas s'y fier? Et là, ça devient compliqué. À la fois pour l'entraînement d'un modèle et à la fois pour l'évaluation à la fin du modèle. Parce qu'on l'entraîne sur un jeu qui est biaisé, mais aussi, on va le tester sur un jeu qui est biaisé. Donc, quand on va en faire l'évaluation, en fait, on ne sait pas ce que ça donne. Et en plus, on ne sait pas dans quelle proportion. Donc là, ça devient compliqué. Et c'est là où, du coup, on va utiliser des techniques qui permettent de débiaiser ce jeu-là. Donc, les 4 techniques qu'on va regarder, la première, c'est KGB, qui veut dire Non Good Bad, la reclassification itérative, le reweighting, et le NEC plus ultra, c'est l'utilisation d'un groupe de contrôle. Sauf qu'un groupe de contrôle, ça coûte très cher. Donc on va regarder une par une chacune de ces techniques, en commençant par le KGB. Alors le KGB, c'est pas compliqué, c'est qu'on a un jeu de données au départ, celui qu'on a vu jusqu'à présent, on ne veut pas utiliser celui-là, on va utiliser uniquement les dossiers acceptés. Donc on prend en fait uniquement cette partie-là du jeu de données qu'on a. Ça introduit un autre biais. Donc on enlève un biais qui est que on n'a plus les dossiers dont on ne connaît pas l'échéance, on introduit en fait un autre biais en faisant ça, qui est que la proportion de fraudeurs, déjà, dans ce jeu-là, c'est pas la même que dans le jeu, dans la vraie population. Donc on suppose fortement que la proportion de fraudeurs dans les dossiers acceptés, elle est beaucoup plus faible que dans la réalité, si les analystes font bien leur travail. Et c'est le cas en général. Et en plus, il y a un certain nombre de profils qu'on n'aura pas. C'est-à-dire que du coup, le modèle, si on ne peut pas l'entraîner là-dessus, c'est un nombre de profils qu'on perd et que le modèle ne pourra pas reconnaître par la suite. Donc ça, c'est les biais qu'on introduit.
Par contre, c'est la façon la plus facile de se dégager de ce biais-là. Aucune des techniques qu'on va regarder n'est parfaite, hein. Une autre technique, c'est la reclassification itérative. Toutes ces techniques, on les a testées dans notre mission pour voir du coup de quelle façon elles marchaient. Et en gros, pour vous spoiler après la synthèse, c'est qu'on les benchmark par rapport au groupe de contrôle. Le groupe de contrôle étant l'optimum. Voilà, là où on peut, ce qu'on peut avoir de mieux, bah, du coup, en fait, toutes ces techniques, après, on les compare à ça. Et nous, on avait la chance d'avoir un groupe de contrôle. Et donc, le but de la reclassification itérative, pardon, c'est quoi? C'est d'affecter les positifs et non positifs parmi ces dossiers qui ont été rejetés initialement. Donc, le but, c'est de dire, OK, est-ce que moi, je peux réussir à trouver une façon de les répartir et dire, en fait, j'ai des vrais fraudeurs et des non-fraudeurs, et je fais comme si je les connaissais. Donc, comment on fait, en fait, ça? Quelle est cette technique-là? Cette technique, elle consiste, dans un premier temps, à séparer le jeu en deux. Et donc, itératif, pourquoi? Parce qu'on va faire plusieurs itérations. Premièrement, on fait un modèle sur le jeu des dossiers acceptés. Et donc, on va l'entraîner là-dessus avec une cible fraudeur-non-fraudeur. On va le prédire ensuite sur l'ensemble des dossiers qui ont été rejetés. Qu'est-ce que ça va nous donner? En fait, ça va nous permettre d'étiqueter ces dossiers-là et de dire celui-ci, je l'étiquette fraudeur, celui-ci, je l'étiquette non-fraudeur. Première étape. La deuxième étape, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, on obtient un nouveau jeu de données qu'on appelle ensemble augmenté, donc c'est tout le jeu, sur lequel, cette fois-ci, on a étiqueté les dossiers rejetés. Et donc, on qualifie certains dossiers comme non-fraudeurs et certains comme fraudeurs. Sur l'ensemble de ce jeu-là, on va entraîner un nouveau modèle, toujours avec la cible fraudeur-non-fraudeur, et on va prédire sur les dossiers rejetés. Encore une fois. Et en fait, on va réitérer jusqu'à ce qu'on arrive à une convergence. Donc, on fait ça autant de fois qu'il faut pour que, d'une itération à une autre, notre vecteur de prédiction soit le même. Il n'est pas bougé. En général, il faut 6 à 7 itérations pour arriver à une convergence là-dessus. Et on arrive effectivement à une convergence. Donc ça, c'est une façon d'étiqueter les dossiers rejetés, et donc du coup de conserver à la fois le volume de données qu'on a au départ, et donc pas les mettre de côté. Le biais là-dedans, et on va voir après, mais c'est que de la même façon, il y a certains profils qu'on n'aura pas. Comme le modèle initial, à la toute première itération on l'a entraîné là-dessus, les profils qui sont là-dessus, il y en a qu'on perd. On les a forcément pas non plus. Donc il y a aussi un biais en faisant ça. Mais en le testant, ça améliore nettement la situation et ça a des performances qui sont relativement bonnes. Une autre technique qu'on a pu tester, c'est la technique du reweighting, et qui est une technique en fait de pondération. Alors là, comment ça marche? On fait un premier modèle sur lequel on va prédire si les dossiers sont acceptés ou rejetés. Donc, c'est un modèle qu'on entraîne sur l'ensemble de la population. On en sort du coup un vecteur de prédiction, accepté égale 1, rejeté égale 0, ce qui nous fait que lorsque la prédiction est par exemple à 0,95, ça veut dire que le dossier, le modèle est relativement sûr pour ce dossier qu'il risque d'être accepté. Lorsque la prédiction est très proche de 0, comme ici 0,12, ça veut dire que le modèle considère que le dossier a de fortes chances d'être rejeté. Donc c'est l'inverse de ce qu'on fait d'habitude, entre les 0 et les 1. Ce vecteur de prédiction, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va l'inverser. Et on va en faire du coup un vecteur de poids. Donc 0,95, 1 sur 0,95, etc., etc. Quel est l'intérêt en fait de l'inverser, d'en faire un vecteur de poids? C'est que tous les dossiers pour lesquels le modèle initial s'était dit il y a de fortes chances qu'ils soient acceptés, on va avoir un poids qui va être très très proche de 1, puisque du coup la prédiction était très proche de 1. Donc 1 sur quasiment 1, ça fait quasiment 1. Tous ceux pour lesquels le modèle initialement était quasiment sûr de les rejeter, on va avoir un poids très très fort. 1 sur un chiffre qui est très petit, du coup ça va nous faire quelque chose de très gros. Et ce vecteur de poids-là, on va l'insérer dans un autre modèle sur lequel on va prédire les fraudeurs et non-fraudeurs. De la même façon, donc ça permet en fait de s'affranchir du fait qu'on ne prend pas les dossiers rejetés. Par contre, ça introduit toujours le même biais qui est que les dossiers rejetés, les profils particuliers qui sont dans ces dossiers rejetés, on les a toujours pas. Mais en pratique, quand on le teste, ça nous donne également des bonnes performances, relativement les mêmes qu'on a avec la reclassification itérative,
et on va avoir en fait relativement les mêmes qu'on peut avoir avec un groupe de contrôle. Donc ça, c'est la troisième technique. La dernière technique, qui n'en est pas vraiment une, c'est utiliser un groupe de contrôle. Alors là, le groupe de contrôle, c'est ce qu'il peut y avoir de mieux. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'un groupe de contrôle dans ce cas-là? En fait, le groupe de contrôle, ça consiste à dire je vais laisser passer tous les dossiers. Du coup, tous les dossiers, comme ils sont passés, comme je les ai validés, je vais savoir si c'est des vrais fraudeurs ou si ce n'est pas des vrais fraudeurs. Donc, le problème de cette technique-là, c'est que ça a un coût. C'est-à-dire qu'on va dire, par exemple, 10% de l'ensemble de mes commandes sur le mois, je vais en faire un groupe de contrôle. On le prend aléatoirement pour avoir l'ensemble des profils nécessaires. Tout va passer. Du coup, toute la fraude va passer, donc du coup, ça coûte directement à toute l'entreprise. Donc ça, c'est compliqué. Par contre, ça nous donne un jeu qui est complètement débiaisé. On connaît l'échéance de chacun des dossiers, qu'ils soient fraudeurs ou pas, et donc on n'a plus la problématique de biais de sélection. Et donc, à la fois sur la partie entraînement et à la fois sur la partie évaluation. Parce que ça aussi, c'était une problématique dès le départ. C'est-à-dire qu'on a un modèle, on va évaluer sa performance sur quelque chose de faux. Donc du coup, c'est quelque chose de compliqué à justifier derrière. Et donc là, le fait d'avoir un groupe de contrôle, ça fait qu'on peut prédire sur ce groupe de contrôle et donc avoir des performances qui sont évaluées dans des conditions réelles du modèle. Et pour l'entraînement, alors il y a deux cas. C'est soit on a un groupe de contrôle en fait, qui est suffisamment grand en termes de volume et qui nous permet d'avoir suffisamment de profils. Et à ce moment-là, on peut dire, tiens, mon modèle, je vais l'entraîner sur mon groupe de contrôle. Au lieu de l'entraîner sur le jeu historique que j'avais, je l'entraîne entièrement sur mon groupe de contrôle et je prédis après sur mes nouvelles commandes qui arrivent. Sauf que c'est rarement le cas que le groupe de contrôle soit suffisamment grand parce que ça coûte beaucoup. Donc du coup, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un pourcentage de l'ensemble des commandes et tous les mois, on récupère une partie du groupe de contrôle. Et donc là, on a un groupe de contrôle qui est relativement petit et en fait, on met beaucoup de temps à récupérer un groupe de contrôle qui aurait un volume suffisamment grand. Donc imaginez tous les mois 10%, ça vous prend 10 mois pour récupérer un groupe de contrôle qui correspond à un mois de commande en termes de volume. Et donc du coup, à ce moment-là, comment on fait? À ce moment-là, ce qu'on a testé et qui a très bien marché, c'était d'utiliser le groupe de contrôle avec un modèle conservateur. Alors conservateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a un modèle ici qui va bloquer un maximum de fraudeurs, qui va envoyer un manuel un maximum de dossiers aussi. Ça veut dire que les dossiers qui vont être envoyés, qui vont être considérés par le modèle comme douteux, on sait qu'ils ne sont pas tous fraudeurs. On sait qu'il y a une bonne partie qui est mal étiquetée, on va dire, par le modèle. Donc, il bloque très bien, mais il en envoie beaucoup de l'autre côté. Et ce beaucoup qui est envoyé, qui est ici, donc la partie douteuse, en fait, on va réappliquer un modèle qui a été entraîné sur le groupe de contrôle là-dessus. Il faut imaginer en fait des proportions type, pour 100 commandes qui rentrent ici, je vais en avoir 20 qui vont être envoyées en douteuse, par exemple. Et sur ces 20, je peux utiliser le groupe de contrôle, prédire dessus, et du coup débiaiser ce jeu-là. Donc en fait, je fais un premier filtre quelque part, et ensuite sur ce filtre, j'applique un nouveau modèle. Et ça marche super bien pour débiaiser. Et ensuite, je reconcatène en fait l'ensemble de mes prédictions. Donc celles que j'ai validées en premier lieu, comme il est très conservateur, je n'ai pas besoin de les retraiter. Je sais que s'il les a validées, je suis quasiment sûr qu'elles sont bonnes. Les douteux, je les passe par là, et ensuite je réassemble l'ensemble des données. Ça, c'est hyper important, et c'est différent dans les secteurs d'activité sur lesquels on peut intervenir. Dans le cas d'un opérateur télécom, donc du coup pour la souscription d'abonnement, en fait, on peut mettre en place un groupe de contrôle parce que le ratio entre les faux positifs et les faux négatifs, je ne sais pas si ça vous parle les faux positifs et les faux négatifs, mais en gros les faux négatifs c'est les fraudeurs qui passent et qui nous coûtent énormément, et les faux positifs c'est ceux qu'on bloque alors qu'on ne devrait pas, et donc du coup c'est le manque à gagner. Et donc du coup ce ratio-là, chez un opérateur télécom, il peut être de l'ordre de 4 à 5, mais mettons un fraudeur ça peut vous coûter 200 €, par contre un dossier qui rentre, qu'on bloque alors qu'il pourrait rentrer, ça pourrait nous rapporter quelque chose comme 6 à 800 € par exemple en moyenne. Ce ratio-là, il fait qu'on peut mettre en place un groupe de contrôle parce que si on le met, on sait qu'on va avoir les fraudeurs qui vont passer vont être quelque part rattrapés par les dossiers qu'on aurait bloqués sinon et qui vont passer aussi. Et donc quelque part, le coût il va être amoindri. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si on se place par exemple dans le cas de défaut de paiement, défaut de crédit, donc dans le cas d'une banque qui fait des prêts par exemple,
Le rapport, il est complètement inversé. C'est-à-dire que le coût d'un fraudeur, c'est la totalité du crédit. Donc, mettons un crédit, je vais emprunter 1000 euros, je dis n'importe quel taux à 5%. Donc, j'ai mes 1000 euros plus les 5% de 1000. Ça, c'est mon coût. Ce que je gagne, en fait, quand je suis une banque, et donc les faux positifs, ceux que je bloque alors que je pourrais les gagner, c'est 5% du crédit, en fait. Donc, du coup, j'ai un rapport qui est à la fois plus grand et complètement inversé. Quand vous mettez en place un groupe de contrôle là-dedans, ben, en fait, ça vous coûte uniquement tout ce qui passe, quoi. Et c'est hyper élevé. Donc, du coup, dans ce cadre-là, c'est très compliqué de mettre en place un groupe de contrôle. Et dans tous les cas, c'est vraiment quelque chose qu'il faut discuter avec le métier. Et il faut que tout le monde en ait bien conscience, parce que ça a des impacts après derrière sur les marges de la société qui sont très importantes. D'autant plus dans ce cas-là, puisqu'on va le voir après, mais le modèle a été mis en production très très vite, et donc du coup, on a en fait amélioré le modèle au fur et à mesure qu'il était déjà en production et qu'il traitait déjà des vraies commandes. Et donc du coup, voilà, il ne faut pas se louper là-dessus, quoi. Il faut que tout le monde comprenne bien qu'il risque d'y avoir des pertes. Donc du coup, pour faire la synthèse de ces quelques techniques qu'on vient de voir, alors rapidement, le KGB, on a vu, c'était très simple et c'est pas coûteux, mais par contre, il y a un biais important qu'on introduit en faisant cette technique-là, et donc des profils qui nous manquent. On a vu que la reclassification itérative et le reweighting, il y avait des performances qui étaient relativement bonnes. Par contre, de la même façon, on a des profils qui nous manquent lorsqu'on utilise ces techniques-là. Et en plus, pour la reclassification itérative, c'est consommateur de temps et de mémoire, le temps de pouvoir faire toutes ces itérations-là. Le groupe de contrôle, c'est très bien au niveau des performances, c'est le parfait, c'est stable dans le temps. Par contre, ça dépend vraiment du secteur dans lequel on se place et ça a un coût qui est très important et un délai de mise en place qui est assez long. Comme on le disait, on ne va pas mettre un groupe de contrôle, toutes les commandes, on ne va pas toutes les laisser passer, donc il faut en sélectionner une partie et du coup, chaque mois, récupérer une partie des commandes. Donc c'est assez long à récupérer. Donc le groupe de contrôle, à voir comment on peut l'utiliser. Et donc là, pour récapituler un peu ce qu'on vient de dire, c'est que la technique, elle est vraiment adaptée en fonction du métier dans lequel on intervient. Dans le cas d'un opérateur télécom, un groupe de contrôle, c'est complètement envisageable. Et donc, comme on le disait au début, les modèles qu'on a construits, c'est dans le cadre d'un processus global. Et donc ça, c'est important parce que le modèle ne bloquait pas, il envoyait en manuel et les analystes fraude manuels après, derrière, faisaient la décision de dire est-ce qu'on accepte ou est-ce qu'on rejette en fait la commande. C'est hyper important. Alors après, on va passer au score de risque. Donc là, on vient de voir le biais de sélection qui est une des principales problématiques qu'on voit dans ce cadre-là. Le score de risque, c'est en fait une technique qui nous a permis d'améliorer significativement d'un coup la performance en fait, de notre modèle. Comment ça fonctionne? C'est pas du tout compliqué, mais par contre, c'est hyper efficace. Donc, on a notre modèle. En sortie de notre modèle, on a une proba en fait. En fait, pour faire un score de risque, ce qu'on veut, c'est pondérer notre proba pour ne plus comparer des volumes et dire, ben voilà, je veux avoir ma performance de mon modèle par rapport au nombre de fraudeurs qui tombent dans telle ou telle case, mais on veut comparer des coûts ou des gains. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on va multiplier la proba par le critère de risque financier qui est le plus adapté au métier. Donc par exemple, ici, dans le cadre de l'opérateur télécom, le montant du téléphone qu'on perd directement. Et donc du coup, ça veut dire que ce qu'on obtient à la fin, c'est une espérance de perte financière. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir pour un dossier une probabilité qui dit il y a 65% de chances que le dossier soit fraudeur, en fait on a 65% fois le montant du risque financier. Et donc à la fin on dit en fait ce qu'on risque de perdre avec ce dossier c'est 400 €, 500 €, voilà, selon ce que ça représente. Donc la proba multipliée par le montant de la perte financière qui risque d'arriver. Plus la proba est forte, alors ça c'est très caricatural, on va voir derrière un peu plus en détail ce que ça veut dire, mais plus la proba en sortie du modèle elle est forte, plus on a de chances que le dossier soit prédit frauduleux. Plus le critère de risque financier est important, donc celui qu'on met ici, plus on a de chances que le dossier soit prédit frauduleux également. On va regarder ce que ça veut dire très concrètement. Je vais le faire comme ça. Hop. Ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est que si on regarde une matrice de confusion classique, donc prédit fraudeur par le modèle, prédit non fraudeur par le modèle, mes dossiers négatifs, donc non fraudeur, et mes dossiers positifs, fraudeur. En fait, une fois qu'on a appliqué ce score de risque, le modèle, il va avoir tendance à faire quoi? Il va avoir tendance à prédire fraudeur des dossiers qui ont soit une très forte proba et un critère financier important, soit un critère financier très important
voire avec une proba un peu plus faible. Donc en gros, en fait, ce qu'on risque d'avoir ici, c'est les dossiers qui ont un critère financier très important. Donc dans le cadre des téléphones mobiles, ceux qui ont un montant de téléphone hyper important. Ce qu'on va avoir dans les prédits non fraudeurs, c'est l'inverse, c'est qu'on risque d'avoir tous les dossiers qui ont un montant de téléphone très faible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos faux négatifs qui sont ici en fait, et donc c'est nos pertes directes des fraudes, et nos faux positifs qui sont ici, qui sont notre manque à gagner, nos faux négatifs, on peut très bien en avoir autant que si on n'appliquait pas le score de risque, et donc un biais de modèle aussi important en termes de volume. Par contre, tous les dossiers qui vont être là, c'est ceux que le modèle a sélectionnés comme étant ceux qui ont un coût le plus faible. Donc en fait, on diminue énormément tous les fraudeurs qu'on laisse passer. Volontairement, on ne laisse passer que ceux qui ont un montant très très faible, et donc une espérance de perte financière très très faible. Donc on améliore l'optimisation du coût que représentent les fraudeurs. A contrario, ici, dans nos faux positifs, on va avoir des dossiers qui ont tendance à avoir un montant, un critère financier qui est très important. Donc on n'aura pas que des fraudeurs. Donc pas que ceux dont la proba était forte d'être fraudeurs, mais aussi ceux, par exemple, dont la proba était relativement faible, mettons un 30%, mais par contre qui a un montant de perte financière très très élevé. Et donc du coup, on va aussi les avoir ceux-là. Ici, on va induire le modèle pour lui dire tous ceux que tu laisses passer, c'est ceux qui ont un faible coût. Par contre, tous ceux que tu vas envoyer en manuel après derrière, c'est ceux qui ont un fort coût, y compris ceux qui ne sont pas forcément fraudeurs. Et donc du coup, on va avoir tendance à augmenter en fait le volume des faux positifs, et donc le nombre de dossiers qu'on envoie en manuel derrière, et par contre à diminuer le coût de la fraude. Et donc en fait ça, c'est le modèle conservateur dont on parlait tout à l'heure. Il est conservateur parce qu'il bloque complètement la fraude, il diminue énormément le coût de la fraude, mais par contre, le contre-coup, c'est qu'il envoie beaucoup de dossiers aux analystes manuels. Et ça a été le moment où on a mis ça en place, ça a amélioré nettement en fait nos performances parce que c'est quelque part ce que notre client cherchait à faire. Il voulait absolument bloquer le coût de la fraude et l'augmentation du nombre de dossiers qu'on envoyait en manuel n'était pas si importante que ça par rapport à ce qu'on bloquait. Et donc du coup, ça lui allait très bien en termes de processus. Donc dans tout ce qui concerne détection de fraude, mais aussi des modèles qui concernent des coûts financiers en particulier, moi je vous invite à appliquer ce score de risque qui permet d'avoir une optimisation non pas du nombre, mais des coûts, et c'est en général ce que recherchent les entreprises derrière. C'est ça qui justifie après derrière en fait que le projet ait été mis en place. Maintenant, je vais vous parler un peu de l'industrialisation. Donc, c'est qu'il a été industrialisé très très vite. C'était la volonté en fait de notre client. Il voulait absolument qu'il soit testé pour qu'on puisse rapidement en avoir les retours en conditions réelles et rapidement l'améliorer pour qu'en conditions réelles, il marche très bien. Donc du coup, en fait, mise en production rapidement, ça veut dire qu'il y a un modèle qui a été fait, au bout de 2 mois, il a été mis en production, et donc il a traité des commandes de cet opérateur directement. Donc ça, c'est une stratégie du client. Ce n'est pas nous qui décidons, mais si le client décide de faire ça, il va accepter aussi les quelques conséquences désagréables qu'il peut y avoir derrière. Le double run initial, ça veut dire quoi? Ça, c'est essentiel pour pouvoir mesurer l'impact qu'a le modèle. Donc double run, ça veut dire faire tourner en même temps l'ancien processus, donc avec les règles automatiques, etc., et le nouveau processus avec l'algorithme qui prend les décisions d'acceptation et de refus des dossiers. Ça veut dire qu'à partir du moment où on les fait tourner en même temps pendant une certaine période, sur cette période-là, on peut dire, en fait, le modèle, il apporte ça en plus. Il a refusé moins de dossiers qui n'étaient pas fraudeurs, il a bloqué davantage de fraudeurs, etc., etc. Et là, on peut faire la comparaison directe et extrapoler en donnant un ROI quelque part et en disant, voilà, sur une année, ça représenterait ça si jamais on se place dans ce cadre-là. Et donc on disait, la mise en production, ça a des contreparties. La contrepartie, c'est qu'il faut accepter qu'il y ait des pertes au début. Vous allez mettre un modèle en production au bout de 2 ou 3 mois. Le modèle, il n'est absolument pas optimisé. Il est bien, mais il est ce qu'il est. Du coup, ça nécessite du temps pour l'optimiser. Quand vous allez le mettre, vous allez constater des écueils. Et donc, par exemple, nous, ce qu'on a pu constater au tout début, quand la première fois que le modèle a été mis en place, dans le mois qui a suivi, il y a eu pendant 2 semaines une recrudescence de fraude, en fait. Et notamment, le modèle qui avait un biais à ce moment-là, et la mise en place du groupe de contrôle. Et donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est qu'en fait, mettre en place un groupe de contrôle, mettons par exemple 10% des commandes du mois, tout elles passent. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quand vous passez une commande, si la commande elle est rejetée, vous la passez 10 fois, il y a une fois où elle va être acceptée. Statistiquement, c'est ça, si ça représente 10% des commandes. Il y a les gens qui fraudent, en fait, c'est leur métier, ils sont à l'affût de ce truc-là,
Et 2 semaines après avoir mis en place le groupe de contrôle, c'est ce qu'ils ont fait. Et donc ils sont passés par ce défaut-là. Donc après qu'on a corrigé juste après. Donc c'est très... Voilà, c'est très sournois tout ça. Mais du coup c'est vachement intéressant à traiter, quoi. On a mis en place plusieurs mises en production, plusieurs MEP. Et on a mis en place des métriques de suivi des performances. Donc très important, les métriques de suivi des performances, il faut que ce soit des métriques qui correspondent au métier. Et donc du coup, c'est le nombre de dossiers envoyés à un manuel, c'est le taux de fraudeur parmi les dossiers envoyés à un manuel. C'est pas des métriques type courbe ROC, type nombre de faux positifs, etc. Ça parle qu'aux gens qui font de la data science, mais pas au métier. Donc c'est très important de mettre en place ces métriques pour pouvoir communiquer. Et l'aspect le plus important de l'industrialisation, c'est le MCO, le maintien en condition opérationnelle. C'est en fait la vie du modèle. Et donc, il faut suivre très régulièrement, et donc tous les jours, les performances du modèle pour s'assurer qu'il ne dévie pas. Notamment, dans le cadre d'un modèle de détection de fraude, en fait, on a des profils qui évoluent au cours du temps très rapidement. Et donc, en fait, on l'entraîne souvent sur un historique de données qui colle à la période où on va prédire. Et on fait glisser en fait, l'historique d'entraînement au fur et à mesure qu'on réentraîne le modèle. On apprend sur des périodes très proches. Les comportements changent et les périodes d'apprentissage changent aussi. Et donc, il se peut qu'à un moment donné, les performances du modèle dérivent. Et pour s'en rendre compte suffisamment tôt, il faut que tous les jours, en fait, on puisse suivre les métriques de performance pour comprendre que le modèle est en train de dériver et puis pour pouvoir le mettre à jour à ce moment-là. Donc, aller explorer pendant quelques jours les raisons qui font qu'il a dérivé et du coup, aller réparer, entre guillemets, en fait, ces raisons-là. Donc ça, pour la mise en production, très important, le maintien en condition opérationnelle. Vraiment très, très important. Et le double run dont on parlait au départ. Et alors, les derniers points que je voulais voir avec vous, c'est un retour d'expérience global sur la façon dont le projet a été mené. Voilà, je trouvais que c'était intéressant en fait, de voir comment les projets sont réalisés, avec quelles équipes, avec quelles technos, etc. Et par exemple, ce projet, donc on l'a dit, il a duré à peu près 8 mois, on était en régie. On était, donc comme on disait tout à l'heure, à peu près 2 personnes en fait, pendant les 8 mois. Il y avait juste les 2 premiers mois où il y avait une personne en plus pour être sûr que le début, que ça commençait bien. Et donc les équipes, c'était quoi? On avait un product owner. Alors je ne sais pas si vous avez l'habitude d'avoir cette typologie d'organisation en fait, sur les projets que vous menez. Donc un product owner qui est un peu le chef de projet et avec qui on fait des points régulièrement pour s'assurer de la direction du projet. Un sponsor très important qui est en fait une personne dans la société qui est hiérarchiquement très haut placée et qui peut en fait activer des leviers quand on a des points de blocage. Par exemple, on doit aller chercher des données, on doit solliciter plein de personnes différentes dans différents départements. Il se peut que ces personnes n'aient pas le temps de faire les choses, ne comprennent pas exactement de quoi il s'agit ou ne voient pas l'aspect stratégique ou juste on n'a pas communiqué auprès d'elle, elle ne voit pas pourquoi elle nous aiderait, elle nous donnerait du temps. Du coup, le sponsor, il est là pour dire ok, non, ce projet il est important, il faut que vous accordiez du temps à ces personnes-là pour qu'elles aillent au bout de leur projet. Donc hyper important le sponsor. Et l'équipe de production, les data scientists. Alors data scientists et data engineers. Je ne sais pas si vous connaissez le concept, du coup, les data engineers, les architectes, j'imagine que oui. Les data scientists, au départ, on les voyait comme des moutons à 5 pattes, en fait, qui avaient toutes les compétences, à la fois informatiques, à la fois mathématiques, statistiques, à la fois connaissances métiers, etc. Aujourd'hui, en fait, on est vachement dans une période qui est au-delà du POC, qui va jusqu'à l'industrialisation. Pour faire de l'industrialisation, il faut des gens qui soient compétents là-dedans. Un data scientist qui, à la fois, connaît tous les types d'architecture, avec les types de performances, qui sait les optimiser, qui sait aller chercher les données, les retraiter comme il faut dans tous les cas, ça n'existe pas en fait. Du coup, il faut créer des équipes avec des gens qui soient spécialisés dans chacun des domaines. Un data scientist, il va être très bon pour analyser les données, faire des modèles et essayer de tirer le maximum d'informations des données. Un data engineer, il va être très très bon pour pouvoir communiquer avec la DSI, aller récupérer les données, les mettre en forme et les apporter pour que le modèle soit mis en place. Un architecte, il va être très très bon pour mettre en place l'architecture big data s'il y a besoin, selon le volume, la variété des données. Et pour mettre en place des clusters, parce qu'un data scientist ne sait pas forcément faire. Donc, data scientist et data engineer. Point hebdomadaire, donc c'est type méthode Scrum un peu adapté en fait. Donc, un point de travail avec le product owner et l'équipe de production toutes les semaines, et un point de travail entre product owner, sponsor et un représentant de l'équipe de production toutes les semaines également, pour suivre un peu plus de haut le projet. Et les points quotidiens, donc issus de la méthode Scrum, les stand-up, chaque jour devant le Kanban, donc le tableau sur lequel on met les post-it. Alors ça peut être en physique, un tableau physique, soit ça peut être, je ne sais pas si vous connaissez les Trello ou Jira, ou voilà, tous les logiciels qui permettent de suivre l'avancement des tâches, etc. Et voilà, c'est une méthode, on va dire, adaptée Scrum pour l'expérimentation dans la data science.
Là, je voulais vous présenter, juste pour qu'on se rende compte des différentes versions en fait, qui ont été mises en production et des différentes améliorations qui ont été mises en place à chaque fois. Avec là, le T0 et le petit S, c'est semaines, donc à chaque fois le nombre de semaines qu'on rajoute pour arriver à la version d'après. Donc il y a beaucoup de versions et il y a beaucoup de choses en fait, qui ont été faites. Et on remarque en fait au début, il y a des petits trucs, on pense que ça apporte pas énormément d'amélioration, mais c'est hyper important de pouvoir le faire. Donc bon, première mise en production, voilà, des corrections sur des champs qui contiennent du futur. Ça c'est typique, voilà, on a une variable à un moment donné, on ne s'en rend pas compte, mais en fait elle contient un élément de cible qu'on doit prédire. Oui. Et le T0, c'est combien de temps après le premier T0 qui était le début de la création du modèle? Alors le T0 c'était 3 mois après la création du premier modèle. En fait, exactement sur cette mission, il y a eu un premier modèle qui a été fait en interne et nous on est arrivé à ce moment-là, quand ils ont commencé à le mettre en production, parce qu'ils ont vu que ça marchait pas super bien et ils voulaient voir si on pouvait challenger ça. Du refactoring de code qui a été fait de nombreuses fois pour s'assurer que le code soit compréhensible et modulaire, pour qu'on puisse l'adapter après. Du feature engineering forcément. Des filtres sur les jeux pour que ça colle en fait avec la situation concrète et dire le jeu qui arrive en fait dans le modèle, il faut qu'il y ait les règles automatiques amont qui sont restées, il faut aussi qu'elles soient appliquées dans tous les cas via l'entraînement du modèle. Le score de risque financier, donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, et la distinction des deux types de fraude, donc la fraude terminale et la fraude à l'usage. Ça a été la plus grosse amélioration qu'on a pu apporter sur le modèle et qui a perduré jusqu'à la fin en fait. Et ensuite on a rajouté des features. On a regardé les commandes qui étaient associées aux commandes qu'on prenait en compte et donc est-ce que la personne, par exemple, dans les 6 mois qui ont précédé, a fait d'autres commandes? Est-ce que ces commandes étaient assimilées fraude ou pas? Est-ce que l'adresse correspond à une adresse qui avait déjà été utilisée pour de la fraude, etc. etc. L'utilisation du groupe de contrôle pour débiaiser le jeu d'entraînement. Voilà. Et une dernière version, alors il y en a même eu une après que j'ai pas mise, mais ça va être le même principe, qui est une sorte d'A/B testing. En fait, en gros, à la fin, le modèle que je vous ai montré, on va dire que c'est le modèle 4.2. Et en fait, il y a un autre modèle, le 5.0, qu'on a mis en parallèle. L'idée, c'était de dire, les commandes, on va les affecter de façon aléatoire à un modèle ou à un autre, ce qui risque de perturber encore plus les fraudeurs, de ne pas savoir à quel modèle, en fait, quel modèle est appliqué sur leur commande à eux. Et du coup, on a même fini par mettre 3 modèles en parallèle, avec un pourcentage aléatoire d'affectation à chacun des modèles. Pour à la fois challenger les modèles, suivre leur performance et voir lesquels étaient mieux, mais en même temps aussi pour perturber les fraudeurs en fait, sachant que c'est vraiment leur métier de regarder tous les jours quelles sont les failles de ce qui peut se passer. Et du coup à ce moment-là, c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne sait jamais quel modèle va traiter quelle commande. Donc ça c'est l'historique de toutes les versions qu'on a pu mettre en place pendant ces 8 mois. Les points particuliers, alors on en a parlé tout à l'heure, le biais dans le jeu d'entraînement. On n'en a pas parlé, c'est le déséquilibre dans la cible. Donc là, on avait une cible qui était à peu près à 10%, donc 10% de fraude à peu près sur le taux, sur la population globale. Du coup, ce déséquilibre, il a été traité via le modèle. Il y avait un reweighting qui est appliqué directement dans le modèle et qui permet en fait de resampler la part de population positive et la part de population négative. On pourrait très bien, alors je ne sais pas si vous connaissez des algorithmes type SMOT qui permettent de faire du resampling justement pour ajuster la part de positif qui est très faible et de l'oversampler, d'en faire un peu plus, en fait légèrement décalé, ce qui permet d'avoir plus de profils de positifs et du coup d'avoir un modèle qui est un peu plus, qui marche un peu mieux par la suite parce qu'il a une forte représentation de sa cible. Et un traitement en quasi réel, on avait des batchs en fait qui tournaient toutes les 3 minutes, donc on allait chercher en fait les données en FTP, on les récupérait, on les traitait avec le modèle qui était préenregistré et on les renvoyait en fait à l'unité fraude. Et en termes d'environnement techno, donc c'était du Python. Les modèles qui étaient utilisés, c'était des XGBoost, donc de la famille des gradient boosting. Et en fait, l'entraînement, on le faisait sur un PC local, donc pas connecté, etc. Et le modèle, ensuite, on le mettait dans une VM, en fait, en prod. Et donc, dans cette VM, donc c'est ce que je disais, on récupère les fichiers en FTP, on applique le modèle préentraîné pour faire la prédiction, et on renvoie le fichier de prédiction à la fraude. Donc, c'est très léger, c'est hyper light en fait, mais ça marche très bien et c'est hyper robuste. Et la VM de production, en fait, elle était très sous-dimensionnée. On n'avait pas besoin d'avoir une machine de fou en fait derrière. Et donc les résultats en fait de ce projet, juste pour qu'on ait conscience, et ça je pense que c'est typique des cas de fraude en fait, c'est assez universel sur les cas de détection de fraude dans n'importe quelle société, c'est que la fraude en fait c'est souvent ce qu'on appelle un quick win, c'est-à-dire c'est un projet qu'on peut mener assez rapidement parce qu'on connaît relativement bien en fait les techniques qu'on peut appliquer.
Et souvent, derrière, il y a un ROI qui est important, en fait. Donc, c'est souvent les premiers projets qu'on met en avant pour justifier du budget qu'on va pouvoir utiliser derrière et faire d'autres projets. Et donc, du coup, on a réduit la charge de travail des analystes de 20%, on a réduit le coût de la fraude de 25% et on a amélioré les ventes de 2,5%. Et donc ça, notamment, c'est quelque part, en fait, c'est le chiffre le plus important parce que c'est les faux positifs dont on parlait tout à l'heure, c'est ceux qu'on bloqué à tort avant. Bah, du coup, le manque à gagner représentait 2,5% en fait, du total des ventes par mois. Et en fait, c'est énorme. Pour finir, un petit point d'ouverture sur tout ce qui est non supervisé. Alors des algorithmes de clustering ou les auto-encodeurs, c'est surtout sur les auto-encodeurs que je voulais légèrement insister. Donc là, le modèle que je vous ai présenté, c'était dans le cadre d'un modèle supervisé. Donc on avait un label, on apprenait ce label et on essayait de le reproduire. Le non supervisé, donc dans ce cadre-là, on n'a pas de label et on essaye de détecter quelque part les anomalies, les intrus. On a essayé de mettre en place un auto-encodeur pour voir comment ça marcherait, pour détecter les cas du coup, que le modèle n'arrivait pas à récupérer. Ça n'a pas été très concluant. Par contre, peut-être qu'il aurait fallu plus de temps pour qu'on puisse le développer. Mais par contre, là où ça a été très utile, et ça peut être utile dans plein de cas, dans plein de projets différents, c'est pour assurer l'homogénéité d'un jeu de données. Par exemple, souvent dans les projets, alors moi ça m'est arrivé très souvent, on nous donne des points CSV pour les jeux d'entraînement qu'on va récupérer, on nous en donne plusieurs fois en fait dans l'année. On a plusieurs millions de lignes, plusieurs milliers en fait de variables. On les vérifie pas forcément une à une. C'est même, on les vérifie forcément pas une à une. Et en fait, il peut arriver que d'une extraction à une autre, il y a un format de données qui change. Alors nous, l'exemple, par exemple, c'était les numéros de téléphone. Donc les 06 machin, 04 machin. Un coup, en fait, on avait des numéros de téléphone en mode texte qui commençaient par 06. Un coup, on avait des numéros de téléphone en mode integer qui commençaient par 6 et quelque chose après derrière. Et en fait, il y a un moment donné où le modèle, il marchait, quand on a reçu cette extraction, il marchait pas très bien, on se demandait pourquoi. On a mis en place un auto-encodeur qu'on a entraîné sur la période d'avant et sur lequel en fait, qu'on a utilisé pour prédire sur la période d'après, sur le nouveau jeu d'extraction qu'on nous a donné. En fait, l'auto-encodeur, c'est hyper utile pour détecter les changements dans les jeux de données. Et donc là, par exemple, l'auto-encodeur, sa sortie, c'est que ça va nous dire regardez cette variable, en fait, il y a une erreur de reconstruction qui est énorme derrière, donc du coup, il faut pointer dessus et c'est certainement là-dessus qu'il y a un problème. Et donc, c'était les fameux numéros de téléphone et en fait, il se trouve qu'ils avaient changé de format. Et donc ça nous a indiqué en fait qu'il y avait un problème dans le format des données. Et donc, dans ce cadre-là, ça a été utile. Ça peut être utile aussi dans tout ce qui concerne les time series, où je vois dans d'autres projets par exemple où ça marche pas mal. L'idée c'est que ça puisse en fait indiquer les changements de régime, quelque part. Et donc, je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne, mais globalement, donc en entrée, on a l'ensemble des variables, on réalise une compression et une décompression. Et donc l'idée c'est de dire, je vais l'entraîner sur un jeu normal et je vais prédire sur un jeu quelconque pour détecter les anomalies, donc tout ce qui n'était pas dans mon jeu normal. Mais en fait, toutes les anomalies qu'il y a dans votre jeu sur lequel vous prédisez, elles vont avoir une erreur de construction beaucoup plus élevée que celle qui correspond au jeu normal. Et donc du coup, vous pouvez à la fois pointer en fait, sur les observations et donc dire cette observation c'est peut-être une anomalie parce qu'elle a une erreur de construction élevée, et à la fois pointer sur les variables pour dire la moyenne des erreurs de construction sur cette variable, en fait, elle est plus élevée que sur les autres. Et donc, du coup, en fait, il y a un problème sur cette variable. Et donc, c'est comme ça, par exemple, qu'on avait rencontré le problème d'homogénéité. Donc, ça, je pense que c'est un point très important à creuser qui peut apporter pas mal quand on a le temps de le traiter. Les auto-encodeurs. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Tu peux répéter les questions à chaque fois pour connexion? Ouais, ça marche. Oui. Tout à l'heure, à un moment, vous avez parlé d'un truc que vous avez dit qui était significatif dans votre avancée. Ouais. Vous avez pondéré en fonction du coût prévu. Ouais, c'est ça. Pourquoi vous ne l'avez pas introduit dans le modèle directement? C'est-à-dire comment directement en fait dans le modèle tu... Quelle fonction de fou vous avez utilisé dans votre modèle de machine learning? En fait, tu pourrais très bien, tu as complètement raison, tu pourrais très bien faire une fonction de coût en fait directement, plutôt que d'utiliser un RMSE, un log-loss ou n'importe quoi, et te dire derrière, en fait, ça va optimiser mon coût de cette façon-là. Là, il se trouve que, en fait, d'un point de vue métier, c'était hyper pertinent et ça permettait d'avoir des chiffres derrière. L'estimation de perte financière qui en sortait, c'était hyper parlant en fait pour le métier. Et, en fait, en sortie, tu voyais, tu te dis, tous les dossiers en fait qui sont en dessous de 30 €, je peux me permettre de les laisser passer.
Tu vois, en fait, tu avais une espèce de vision comme ça qui permettait de rendre tout ça très très clair. Mais effectivement, on aurait pu utiliser une fonction de coût différente pour le prendre en compte à l'intérieur du modèle. Ouais. Complètement raison. Oui. Est-ce que du coup, pendant vos analyses, vous êtes tombé sur on va dire des conséquences plus sociales, du type les mecs qui font ça qu'entre minuit et 2 heures du matin, ou c'est une zone géographique ciblée, il y a une plus forte concentration, et vous avez pu enrichir votre modèle avec ce genre d'éléments? Ouais, alors oui, les conséquences géographiques et conséquences sociales, du coup j'essaie de répéter la question. Donc on en a rencontré effectivement. Dans ces cas-là, en fait, ce qui est particulier, c'est que effectivement, il y a certaines zones géographiques à certains moments où il y a une recrudescence de fraude. Mais c'est jamais permanent en fait. Donc on peut se dire, tiens, je vois que dans telle commune ou dans tel département, pendant 3 semaines, en fait, j'ai énormément de fraudeurs. Souvent, en fait, c'est des collisions de fraudeurs qui se retrouvent au même endroit et qui vont utiliser, par exemple, les pondeuses dont on a parlé tout à l'heure pour les abonnements téléphoniques. En fait, donc dans le dernier modèle que j'ai pas présenté, donc on avait le 5.0, le 4.2, et en fait, on a rajouté un 5.1. Ce qu'on a rajouté, c'est la prise en compte de ces facteurs ponctuels en disant les analyses fraude, tous les mois, ils faisaient un récapitulatif de ce qui s'était passé dans le mois d'avant et du coup par exemple, zones géographiques un peu en tension sur le mois d'avant. On récupérait ces données-là et on les appliquait. On appliquait un poids sur le vecteur de prédiction parce que comme ce n'est pas des éléments permanents, on ne pouvait pas les intégrer directement au modèle pour qu'il apprenne dessus, parce que ça change tout le temps. Mais du coup, on l'a mis de façon ponctuelle en rajoutant un poids sur ces éléments-là dans le vecteur de prédiction après derrière. Et donc par exemple, ça veut dire que quand tu fais de la prédiction et que du coup sur le mois, tu as une configuration qui te dit telle zone géographique, il faut insister un peu plus dessus, du coup tu orientes un peu plus la décision du modèle là-dessus. Alors après, c'est challengeable parce que du coup on perd le côté généralisation du modèle, mais par contre on gagne sur l'aspect métier, dans le sens où eux connaissent très bien leur métier, ils savent très bien en fait ça se passe réellement et du coup ça les avantageait, le modèle marchait mieux de faire comme ça. Alors l'amélioration je crois était quand même relativement à la marge, mais ça a apporté une légère amélioration quand même. Donc effectivement en fait il y a des trucs comme ça. D'ailleurs, est-ce que vous avez fait une saisonnalité? Alors, et du coup, on peut pondérer on va dire, le scoring de l'algo avec ces données-là, par exemple. On va dire que ça se passe plus le week-end, donc le week-end, on va rendre l'algo plus péchu, et pareil sur le caractère. Ouais. Alors, tout ce qui concerne la saisonnalité, ouais, effectivement, tu as des éléments comme ça. Donc, tu prenais le timestamp en fait, auquel ça correspondait, et tu en sortais en fait, les éléments, le mois, le jour, l'année, puisque les années aussi sont différentes. Et notamment, tu as aussi des périodes promotionnelles. Donc le jour où il y a l'iPhone 7 qui est sorti, par exemple, à ce moment-là, voilà, tu sais que là, tu vas avoir à la fois un pic de vente et à la fois un pic de fraude en fait, qui va avec. Et donc du coup, même à ces moments-là, donc, le modèle tourne, il marche de la même façon, sauf que les volumes étant plus importants, tu peux quand même laisser passer un peu plus de fraude, en volume on va dire, ce qui est logique. Par contre, ce qui peut arriver, c'est que le métier mette en place direct des règles rigides en fait, pour dire sur cette période promotionnelle qui dure 1 ou 2 semaines, on veut vraiment couper tout ce qui concerne ce truc-là, quoi. Donc, voilà, en général, ça se passait un peu de cette façon-là. Quels sont les types de variables que vous avez utilisés? Parce que là, on a parlé effectivement d'un peu de géographie, on a parlé un petit peu de saisonnalité. Vous avez parlé un peu de transactionnel tout à l'heure, mais c'est quoi globalement ce que vous avez pris en compte? Alors, les types de variables, donc, il y en avait plein. Alors, il y avait les aspects, il y avait un peu les aspects géographiques, comme on a parlé tout à l'heure. Il y a les adresses mail. Assez bizarrement, on a fait une mesure de distance entre le nom de la personne et l'adresse mail en fait pour vérifier. Enfin, les bibi92 je sais pas quoi. En fait, ça nous paraissait plus bizarre que d'avoir une adresse assez professionnelle, on va dire. Il y avait des informations financières. Donc en fait, il y a savoir s'il y a déjà eu des impayés en fait sur des commandes qui ont été faites avant. Est-ce que la personne était reconnue comme un client déjà actif et donc avait déjà un abonnement chez cet opérateur, et donc du coup le fait que le client soit connu, ça diminue la probabilité de fraude derrière. On a essayé de regarder aussi dans les navigations web en fait, donc sur le site internet, il y a un enchaînement de pages avec un temps passé par page en fait qui peut être différent. Donc notamment on a souvent le formulaire qu'on remplit pour faire la commande, donc il y a un enchaînement de pages prédéterminé et on voit le temps en fait qu'on passe sur chacune des pages. En fait, quand on passe très peu de temps, c'est alors c'est pas forcément complètement vrai tout le temps, mais effectivement ça arrive que on voit ceux qui sont rapides et qui passent très peu de temps, ça veut dire qu'ils ont préparé avant leur truc et qu'ils ne sont pas en train de chercher un nouvel abonnement ou un téléphone. Donc il y avait pas mal de données comme ça. Ouais. Oui. C'est une question qui rejoint la précédente. Donc vous dites que c'est un modèle de machine learning, mais en revanche on n'est pas sur des données qui sont
normalisé et vous l'avez dit vous-même, le comportement des fraudeurs varie énormément en fait d'un mois et d'une année à l'autre. Donc comment vous faites pour le pérenniser en fait, puisque là actuellement vous avez quitté l'entreprise. Ouais. Est-ce que vous assurez une baille derrière? Est-ce que ouais, alors en fait, donc on était deux sur le projet, donc un de ma société et un interne en fait à la société. Et donc du coup la personne interne est restée et pouvait faire, alors c'est le MCO, le maintien en condition opérationnelle du modèle notamment. Et donc ce qu'on a mis en place en fait, c'est que on a déterminé à partir de quel moment dériver le modèle. C'est-à-dire que si on l'entraînait pas pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, à quel moment en fait les performances commençaient à baisser réellement. Et donc du coup on a déterminé une fréquence de réentraînement. Et donc là c'était tous les mois, si je dis pas de bêtises. Donc on passait une journée pour réévaluer les performances du modèle, les constater. Et ensuite, si jamais les performances avaient baissé, on passait 3 jours à faire de l'exploratoire pour savoir pourquoi elles avaient baissé, à pouvoir l'ajuster. Et donc en fait, la journée qu'on passait pour réévaluer les performances, elle a même été améliorée parce qu'il y a un batch automatique qui a été fait pour faire en sorte que le modèle, tout sorte automatiquement. Et donc ça finit par ce qui est plus que les 3 jours en fait d'exploration tous les mois. Un data scientist, donc data engineer, celui qui était avec moi sur le projet, il regarde le modèle, il voit si ça a dévié. Si ça n'a pas dévié, très bien, on laisse comme ça. On laisse comme ça. On réentraîne sur les 4 mois glissants. Si ça a dévié, du coup, on fait l'exploration et on voit pour ajuster le jeu d'entraînement derrière, quoi. Donc ouais, ça c'est hyper important parce que ça dévie en fait très vite du fait que le modèle, les profils en fait des fraudeurs changent très vite. Et si on est sur une offre promotionnelle par exemple qui a eu lieu la fois d'avant aussi, il faut en tenir compte pour le jeu d'entraînement qu'on va utiliser. Donc il faut absolument avoir une fréquence, et la fréquence on la détermine vraiment en regardant à quelle vitesse dévie le modèle, quoi. Donc c'est très important, ouais. Oui. Taille de jeu d'entraînement, c'était quelle on avait à peu près 2 millions de lignes, donc 2 millions de commandes, un historique de 2 millions de commandes. Et combien de variables? C'était 150 variables, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc entre les variables brutes et les variables feature engineering derrière qu'on rajoutait. Donc du coup c'était traitable en Python en fait directement. C'était pas suffisamment grand pour qu'on ait besoin d'aller sur du Hadoop, du Spark ou quelque chose comme ça. Oui. En fait, l'onboarding c'est à peu près 2 millions et par contre le temps de traitement 3 minutes à peu près. Ça continue en fait juste les résultats du modèle après ou le chaîne de toute la chaîne en fait? Non, c'est juste la prédiction. En fait, le modèle on l'entraînait avant. En fait, on l'entraîne hors de la VM de production et ensuite on en fait un pickle en fait et le pickle on l'insère dans la VM de production. L'entraînement il prenait à peu près une demi-heure et du coup une fois qu'il est entraîné, on se sert juste de l'aspect prédiction. La prédiction elle durait vraiment que quelques secondes en fait, donc les 3 minutes étaient largement suffisantes. Donc vraiment l'entraînement on le fait à côté, on le fait pas en même temps parce que ça n'a pas d'intérêt et que ça pouvait même faire péter en fait la VM de production qui avait très peu de RAM, qui avait une configuration très faible en fait. Oui. Pour revenir sur le score de risque et le risque financier, est-ce que vous avez modélisé donc la probabilité, est-ce que vous faisiez aussi un modèle pour le risque financier ou alors on aurait pu, alors là on n'a pas fait de modèle pour le risque financier, on s'est tenu en fait à quelques critères métiers particuliers. Par contre, on avait commencé à regarder la Customer Lifetime Value en fait, qui est l'argent qui peut être généré par un client sur un ensemble d'années. Donc par exemple pour les abonnements téléphoniques, on peut supposer que la personne elle a un abonnement pendant un temps déterminé, aspect métier, et que tous les mois il y a un abonnement qui tombe, donc du coup ça génère tant de revenus sur une période déterminée pour l'opérateur téléphonique. Et donc ils avaient un calcul de Customer Lifetime Value. On avait commencé à partir là-dessus, on n'a pas eu le temps après d'enclencher plus loin parce que du coup c'était pas vraiment le cœur du sujet et que ça marchait déjà pas trop mal comme ça, mais effectivement ça c'est un point d'amélioration qui peut être envisagé complètement, ouais. Puisque du coup cette Customer Lifetime Value elle est faite par le contrôle de gestion, c'est des calculs qui sont souvent pas très compliqués, c'est des calculs d'actualisation en fait, et donc du coup on peut certainement trouver un modèle qui pourrait différencier les types de clients un peu mieux, un peu plus précisément peut-être. À voir après, c'est toujours pareil, c'est est-ce que le temps qu'on va y passer, ça va apporter suffisamment d'amélioration pour le justifier, quoi. Donc c'était plutôt ça la question à ce moment-là. Oui. Et XGBoost, vous l'utilisez souvent dans ouais. vos travaux? Ouais. Alors en fait, ouais, alors le XGBoost, ouais, on l'utilise souvent. Il y a plein de modèles différents. Le XGBoost, ça fait encore un peu boîte noire. Je ne sais pas si vous faites des compétitions Kaggle par exemple ici ou des choses comme ça. Il y a beaucoup qui sont en XGBoost.
Exactement, voilà. Et en fait, en gros, il y a XGBoost, réseau de neurones. Les réseaux de neurones, ils sont très bons pour les images et les sons. Et les XGBoost, ils sont meilleurs que les réseaux de neurones sur tous les autres cas, en fait, a priori sur les Kaggle. En fait, ça marche très bien, ça fait des performances qui sont très bonnes. Par contre, c'est une boîte noire. C'est-à-dire que pour interpréter après derrière ce qu'a voulu dire le modèle, c'est assez compliqué. On commence à arriver à trouver des éléments pour dire à tel endroit, telle variable, elle a tel poids. C'est-à-dire que localement, en fait, il y a comment ça s'appelle? C'est Lime. Il y a une librairie qui s'appelle Lime maintenant qui permet de, en fait, en gros, ça fit une régression logistique juste localement sur un point et du coup, ça permet de sortir l'importance des variables en ce point-là pour une prédiction. Donc c'est déjà un mieux. Mais après, sinon, tout ce qu'on peut en sortir, normalement, c'est une feature importance en fait. Et du coup, c'est pas forcément suffisant pour essayer de comprendre le modèle. Il y a toujours ce trade-off entre est-ce qu'on fait un modèle simple mais qu'on va comprendre complètement, genre régression logistique, voilà, ou régression logistique améliorée, ou un arbre de décision. Donc là, on voit très bien comment on peut comprendre. Ou est-ce qu'on va aller plus loin et améliorer la performance? Et en fait, ça dépend juste du coup de gap de performance qu'on peut avoir. Ça dépend vraiment parce qu'il y a des cas où on n'a pas besoin d'avoir une performance démentielle pour améliorer déjà le processus. Et le client a vraiment besoin de comprendre. Donc du coup, souvent le client a besoin de comprendre, donc on essaie de trouver des moyens. Mais... Ce que j'allais dire, ça dépend surtout de la compréhension de la maturité de votre client. Ouais, c'est ça. S'il est débutant, on va dire, vous allez faire un arbre de décision, sinon vous allez monter. Ouais, mais même, en fait, on le fait quand même parce que du coup, ça améliore souvent pas mal la performance. Un arbre de décision, ça overfit très souvent en fait, et c'est pas très, c'est jamais très performant. En général, nous, ce qu'on prend, c'est un random forest pour baseline, en fait, de dire, voilà, il est assez robuste, donc même si on le tune un peu, ça va pas changer énormément, donc on peut se baser là-dessus, et après on essaie d'améliorer. Mais du coup, l'interprétation, alors par exemple pour le XGBoost, j'étais allé dans tous les arbres en fait, genre par exemple il y a 800 itérations, il y a 800 arbres du coup qui sont créés, et en allant dans les itérations, on peut réussir à créer une espèce de tableau qui nous dit dans le pire des cas, cette variable elle joue dans tel sens, dans le pire des cas elle joue dans tel sens, et on peut avoir une approximation de ce que ça veut dire en fait. Mais du coup les efforts qui sont fournis pour pouvoir sortir quelque chose comme ça, et du coup la qualité de l'information derrière, elle est quand même relativement approximative. C'est un peu, voilà, donc il faut vraiment faire ce trade-off là, mais c'est clair que de toute façon, toujours le client a besoin de comprendre et c'est complètement normal, puisqu'il y a quelqu'un qui va l'utiliser derrière. On n'utilise pas un modèle qu'on ne comprend pas, quoi. Donc c'est toujours ce trade-off là qui est assez compliqué. Mais c'est vrai qu'on utilise souvent avec XGBoost, en fait, même pour des missions marketing, pour des scores d'appétence classiques, en fait, souvent c'est ce qui marche le mieux. Et on arrive toujours à trouver une façon pour expliquer un peu de quelle façon, dans quel sens ça va, quoi. Donc, écoutez, merci beaucoup. Merci pour votre attention et merci pour votre accueil.